Bonjour à tous, je vais vous présenter la suite du chapitre 12 et nous allons nous intéresser à la spectroscopie infrarouge. Alors tout d'abord, nous allons voir les principes de la spectroscopie en général. La spectroscopie, c'est l'observation de la lumière émise ou absorbée par des espèces chimiques en fonction de la longueur d'onde. Alors le montage simplifié, les deux principes est le suivant. On va mettre un échantillon, on va supposer que la matière ici est transparente, tout du moins la lumière peut passer à travers, mais elle va être en partie absorbée. Alors ici, donc, on a la substance ou l'échantillon, si vous voulez. On a l'échantillon qui nous intéresse. On va envoyer donc un faisceau lumineux sur cet échantillon et une partie de la lumière va être absorbée. On détecte ici la quantité de lumière qui ressort et finalement par comparaison avec I0, on peut obtenir la quantité de lumière absorbée. Euh, alors évidemment, on réalise cela en changeant à chaque fois la longueur d'onde de la lumière incidente. Donc ici, c'est un I0, oui, mais fonction de lambda, et finalement le I qui ressort, l'intensité de la lumière qui ressort, elle est fonction de la longueur d'onde, bien sûr. Voilà, alors donc à partir des spectres lumineux, on peut apprendre beaucoup de choses. Donc sur la matière, on va voir particulièrement pour la spectroscopie infrarouge. Alors on a déjà rencontré en fait la spectroscopie d'absorption, en particulier dans ce qu'on appelle le domaine visible. Ça marche aussi pour l'UV, on parle d'UV visible, spectre d'absorption dans l'UV visible. La matière étant soit liquide ou solide éventuellement, c'est l'état condensé. Euh, Ici donc c'est ce qu'on avait vu, c'est-à-dire qu'on étudiait souvent une solution. On peut oublier solide. Enfin, la plupart du temps, nous en tout cas ce qu'on avait vu c'était des solutions liquides et colorées. Et on voit apparaître donc à ce moment-là un spectre d'absorption ici. Vous voyez bien les couleurs qui indiquent qu'on est bien dans le visible. Et sur l'axe des ordonnées, on a A qui correspond à l'absorbance. Sur l'axe des abscisses, c'est la longueur d'onde, lambda. Et les données ici en nanomètres. Alors on voit clairement, d'abord avec les couleurs c'est simple, ici, que le bleu est la couleur la plus absorbée, ainsi que le rouge. Et on sait qu'à ce moment-là, la lumière transmise, eh bien c'est celle qui n'est pas absorbée, et elle se trouve ici, c'est donc vert. C'est donc la lumière ici non absorbée. Donc c'est le vert qui est non absorbé. D'accord. Euh, Voilà, donc ça c'est important, hein. Ici on a l'absorbance en ordonnée. Alors on n'avait pas tout à fait défini cette absorbance, elle se définit par une fonction mathématique avec un logarithme et qui évidemment relie l'intensité I à I0. On ne va pas alourdir l'écriture ici, on va considérer que finalement cette absorbance, elle mesure la quantité de lumière absorbée, de l'intensité de la lumière absorbée. Plus c'est absorbé, plus l'absorbance est grande. Bon, ça, on l'avait compris. On voit ici, là, il y a ici des coordonnées qui ont été données pour l'absorbance et la longueur d'onde, qui correspondent à un point, là, ici, qui a été pris, qui est là. Voilà, bon. C'est un point particulier qui correspond au maximum d'absorption dans le rouge. On pourrait donner aussi un point ici au maximum d'absorption dans le bleu. D'accord. Et nous, ce qu'on avait vu dans le chapitre correspondant, c'est que l'absorbance, pour une longueur d'onde donnée, était proportionnelle à la concentration de la solution. D'accord. Quelle que soit la longueur d'onde quelle que soit la longueur d'onde dans laquelle on se trouve, mais évidemment, il faut qu'il y ait de la lumière absorbée. Donc on peut se mettre dans le bleu ou dans le rouge. Et à ce moment-là, l'absorbance est proportionnelle à la concentration, c'est ce qu'on appelait la loi de Beer-Lambert. On reprendra un petit peu ce chapitre par la suite qui est très important. Alors, vous avez d'autres types de spectres
toujours dans l'UV visible, mais cette fois-ci pour les gaz. Hein, tout à l'heure, c'était pour les solutions plutôt, et là maintenant pour les gaz. Alors pour les gaz, on a ce qu'on appelle un spectre de Ray. Vous avez déjà vu les spectres de Ray comme ça. Donc la lumière traverse un gaz cette fois-ci, et une partie de la lumière est absorbée pour certaines longueurs d'onde, mais cette fois-ci, c'est très précis. D'accord. Au lieu que ce soit une absorption très large, avec des bandes larges comme on voyait au-dessus, on a ici des pics d'absorption, et ce qui nous donne dans le spectre ici des raies d'absorption. Alors, en général, attention, ici on voit que les pics sont vers le bas, c'est-à-dire qu'en fait, là ici ce n'est pas l'absorbance qui est mise sur l'axe des ordonnées, c'est en fait ce qu'on appelle la transmittance, grand T. Et la transmittance, vous voyez qu'elle est définie par I sur I0. C'est le rapport de l'intensité transmise sur l'intensité I0 incidente de la lumière. Donc, si l'intensité à la sortie est faible, donc dans le cas où la lumière est absorbée, on a une transmittance petite, et donc on a un pic qui va vers le bas. Enfin, on a la transmittance qui va vers le bas, vous voyez. Donc ici, à chaque fois qu'on a un pic vers le bas, ça correspond à une transmittance petite, et donc à une grande absorption. C'est inversé par rapport à ce qui précédait. La transmittance, on pourrait dire que c'est à peu près l'inverse de l'absorption. Alors, pourquoi est-ce que ici, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais en fait pour les gaz, il se trouve que les atomes étant suffisamment éloignés, l'absorption va être vraiment liée aux différents niveaux d'énergie des électrons dans l'atome. Et donc, je vous renvoie au chapitre précédent, où on avait vu donc, les électrons qui peuvent passer d'un niveau à l'autre. Eh bien, on avait vu que lorsqu'un électron passait au niveau supérieur, il pouvait le faire, mais à condition d'absorber un photon, donc d'absorber de la lumière. Donc à chaque fois qu'on a une raie d'absorption, c'est donc des photons qui ont été absorbés par un atome et qui ont fait passer des électrons au niveau supérieur. Voilà, donc ça c'était pour les spectres de raies. Et alors maintenant, on va s'intéresser à la spectroscopie infrarouge. Alors la spectroscopie infrarouge, comme le nom l'indique, on se trouve cette fois-ci dans l'infrarouge. D'accord. Tout à l'heure c'était UV et visible, et là c'est donc l'infrarouge. On va avoir un spectre qui ressemble un petit peu comme cela, un petit peu différent, un peu entre les deux. Vous voyez que des pics et aussi des bandes larges. En fait, comme pour les spectres précédents, on a en ordonnée la transmittance. Elle est donnée en pourcentage, bon, ici, peu importe. Hein. Si vous voulez, quand la lumière, encore une fois, est absorbée, le pic est vers le bas. Alors, cette fois-ci, l'origine de cette absorption dans l'infrarouge est différente. Ce ne sont pas les électrons autour de l'atome qui passent à des niveaux supérieurs. En fait, c'est dû aux vibrations des atomes. Et donc, en fait, les atomes étant liés ensemble, les liaisons sont différentes suivant le type d'atome, suivant les liaisons. Et donc, on va avoir des absorptions à des longueurs d'onde différentes. Je reprends. Pour les liaisons CH, par exemple, la liaison entre CH, ou alors C double-liaison O, ou alors OH, eh bien, ces liaisons n'absorbent pas la lumière pour les mêmes longueurs d'onde. Voilà, parce que la lumière ici, donc on a dit, l'énergie va permettre de mettre en vibration ces liaisons, et ces liaisons sont différentes, et donc on peut comprendre comme cela que les longueurs d'onde soient spécifiques. Alors ça c'est très intéressant puisqu'on va pouvoir reconnaître dans le spectre les différentes liaisons qui existent dans la molécule. Alors je reviens, on va donc voir ça en détail évidemment. Pour le moment, on voit qu'ici on a déjà parlé sur l'axe des ordonnées, il y a donc la transmittance, et sur l'axe des abscisses, ce n'est pas la longueur d'onde. Alors on voit déjà que cet axe des abscisses est orienté vers la gauche. Ici, en fait, c'est le nombre d'ondes qui est écrit, et c'est en centimètres moins 1. Le nombre d'ondes, c'est défini par l'inverse de la longueur d'onde. Donc c'est simple, c'est simplement l'inverse. Et vous avez
Par contre, l'unité un peu spéciale, on est en centimètres moins 1, ce qui veut dire qu'il faudra bien mettre lambda en centimètres. Alors si vous voulez, pour se fixer les idées, si on prend par exemple lambda égale, admettons, 5000 nanomètres, donc on est dans l'infrarouge, on est au-dessus de 800 nanomètres, hein, donc une longueur d'onde plus importante que la lumière rouge. On va convertir lambda en centimètres. Alors si on fait bien la conversion, on tombe sur 5 fois 10-4 centimètres. Et finalement, sigma va être égal à 1 sur 5 fois 10-4 centimètres. Et ce qui nous donne finalement, après le calcul, 2000 centimètres moins 1. Voilà, c'est le nombre d'ondes, 2000, vous voyez qu'on est ici. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'identification des molécules, justement, trouver les liaisons qui sont présentes dans la molécule. Alors, il va falloir se servir... Enfin, pardon, reprenons ici. Là, on a une bande particulière ici qui est très classique. C'est la bande qui vient de l'absorption de la lumière à cause de la liaison OH. Les deux atomes OH liés ensemble. OH qu'on retrouve dans les alcools évidemment, mais aussi dans les groupes carboxyles, dans les acides carboxyliques. Mais vous avez ici une autre bande, ici, qui provient en fait de la liaison CH. Alors ce n'est pas noté, mais ici c'est CH. Alors il y en a plein des CH. Là ici j'ai CH3, donc ça veut dire que j'ai 3 liaisons CH. Ici j'ai CH2, 2 liaisons CH, 3, etc. Donc vous avez plein de liaisons CH, ce qui fait que finalement, en fait, là ici, vous avez tout un tas de pics qui sont confondus, sont proches les uns des autres, mais un petit peu différents parce que la situation dans la molécule est différente. Donc l'environnement des atomes est un peu différent, ce qui fait qu'on n'a pas tout à fait les absorptions pour les mêmes longueurs d'onde. Et puis vous avez ici un pic important qui correspond, on vous dit là ici, la liaison CO, C double liaison O, que l'on rencontre à la fois dans les cétones et dans les acides carboxyliques. Ici, en l'occurrence, on voit la molécule qui est donnée, c'est une cétone, hein, c'est donc un groupe carbonyle. Donc le groupe carbonyle ici, on le voit grâce à ce pic. Donc si on voit un spectre avec un pic comme cela, à cette longueur d'onde-là, enfin avec ce nombre d'ondes ici, eh bien on sait que c'est un groupe carbonyle, ou tout du moins une C double liaison O. Attention, ça peut être aussi dans un acide carboxylique, on va voir que c'est pas très loin. Et par contre, pour cette bande-là, elle est clairement la signature d'une liaison OH. Alors, on va avoir donc un tableau. Voilà, il est simplifié parce que on va juste travailler avec certaines liaisons. D'accord? Alors, on le disait tout à l'heure, il y a la liaison OH ici, mais il y a deux lignes. Alors, la liaison OH, il y a deux cas différents. Soit la molécule est libre, enfin tout du moins c'est le groupe OH qui est libre, ou alors il est lié. Alors on va voir que suivant les cas, si on est en phase gazeuse, donc imaginez l'échantillon mais sous forme de gaz, hein, on a fait évaporer et on a un gaz, à ce moment-là on a une bande d'absorption qui se situe autour de 3600 cm-1. Par contre, si on est en phase condensée, c'est-à-dire par exemple liquide, à ce moment-là, la liaison vous voyez, est un peu différente. Alors, il y a deux cas différents. Pour les alcools, 3300. Pour les acides, c'est 3000. Et en plus, il y a une forme de la bande plus ou moins large. Là, ici, dans cet exemple-là, on est dans un exemple où la bande est large. Ça veut dire qu'en fait, on est en phase condensée. On a donc ici une forme liquide. Là, ici, c'est en phase liquide. Mais je reviendrai sur ce problème tout à l'heure. En phase liquide. En phase liquide, on est donc en état lié. On verra que c'est des liaisons hydrogènes. Et donc on a un pic pour les alcools autour de 3300.
Voilà, on est autour de 3300, là on est avec 3004, vous voyez. Ça dépend de l'environnement, ça peut varier un petit peu. Vous voyez, on nous donne ici un intervalle, c'est entre 3500 et 3700. Bon, moi ici on est dans ce cas-là plutôt, hein, donc entre 3000 et 3400, voilà, ici. Et donc on avait trouvé 3300. Bon, voilà, on est là plutôt à 3004, mais c'est un ordre de grandeur. Et on a une bande large. Les liaisons CH, on en a déjà parlé, autour de 3000 par centimètre. 3000, effectivement, vers 3000, vers 2900 ici, on a tout un tas, on voit plusieurs pics, vous voyez, et certains, ils sont superposés en réalité. Toutes les liaisons CH ici donnent une absorption autour de 3000 caractéristiques. Ensuite, vous avez le groupe carbonyle qu'on retrouve dans les aldéhydes et les cétones, c'est une liaison O, autour de 1700. Et puis le groupe, le C liaison O dans le groupe carboxyle, c'est-à-dire dans les acides carboxyliques, hein, avec C liaison OOH. Et vous voyez que finalement on est très très proche. C'est pour les deux autour de 1700, donc c'est pas évident de les distinguer. Donc on vérifie, ici on a bien un CW1O autour de 1700 effectivement. Vous voyez, on est même pile à 1700. Voilà. Donc c'est bien, bon ici on sait que c'est une cétone, donc ça fonctionne, ça correspond. Là ici, la largeur des bandes est moins importante, pour celle-ci elle est moyenne, vous voyez, donc c'est un peu moins important. Alors quelques remarques importantes. Pour les liaisons OH, si le spectre a été réalisé en phase condensée, espèce chimique à l'état liquide, la bande d'absorption est large, alors que s'il est réalisé en phase gazeuse, la bande d'absorption est fine, donc on en a déjà parlé, mais j'y reviendrai après encore. On peut reconnaître un groupe carboxyle d'un groupe carbonyle par la présence de la liaison OH. Ah oui, puisque finalement le CW liaison O, je vous rappelle hein, que le groupe carboxyle c'est CW liaison O, puis après il y a un OH. Alors que, vous voyez, on a bien le CW liaison O et le OH rattaché. Pour les distinguer, c'est le OH ici lié à ce carbone CW liaison O qui va permettre de les distinguer. Et ce OH, eh bien, on va le retrouver soit dans un cas, soit dans l'autre ici. Alors, il est un peu décalé. Il y a certains tableaux où on voit une différence, où ils peuvent spécifier le OH de l'acide. Ben là, ici, par exemple, je l'ai mis. Pour l'acide, vous voyez que c'est un peu plus faible. Le pic ici, il est à 3000 cm-1, alors que pour l'alcool, c'est un peu plus haut. Voilà. Mais vous pouvez avoir des tableaux qui diffèrent légèrement. Les pics en dessous de 1600 par centimètre, alors vous voyez qu'ici en fait on s'arrête à 1500, 1600. Mais on pourrait descendre plus bas. Il y a certains spectres qui nous montrent ici d'autres pics. Il y a tout un tas de pics qui suivent. C'est très compliqué, il y en a beaucoup, beaucoup. Et on appelle ça l'empreinte digitale de la molécule, parce que finalement il y a plein d'autres liaisons, des liaisons CC, etc. Et donc finalement, c'est tout le reste. Mais tout est enchevêtré, c'est très difficile à comprendre, donc on ne va pas en parler. Alors, voyons voir deux exemples maintenant d'application. Alors ici, voici deux spectres. On nous dit donc les spectres infrarouges de l'acide butanoïque et de la butane de On en phase gazeuse. Alors, l'acide, on va déjà donner les deux formules, et ensuite on va identifier à quel spectre ils correspondent. Alors l'acide butanoïque, alors on sait que c'est acide, hein, donc ça veut dire qu'il y a le groupe carboxyle CW liaison OOH, et puis c'est un butane, donc ça veut dire 4 atomes de carbone. Donc c'est CH3, CH2, CH2, et le dernier avec le groupe carboxyle. D'accord? Ensuite, vous avez le butane de On. Butane-2-on.
Alors, le butane de On, donc ici c'est On, ça veut dire que c'est un groupe carbonyle qui est dans la chaîne carbonée en position 2. Et il y a 4 atomes de carbone. Donc 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je les espace un peu pour avoir la place pour mettre les atomes d'hydrogène. Et en position 2, 1, 2, je vais mettre le groupe carbonyle. Ici, on peut compléter. Je les ai mis à l'extérieur. Là, on peut les mettre à l'intérieur ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Ici, c'est H2 et puis là, c'est H3. Voilà. Alors, on va avoir ici les deux groupes caractéristiques qu'on peut encadrer, qu'il faut bien sûr reconnaître. Mais ici, c'est un peu particulier. Pour les spectres, on va distinguer quand même le groupe, la liaison CO ici et la liaison OH. La liaison en fait qu'il y a entre les atomes oxygène et hydrogène. Je n'ai pas fait le trait là, ici, mais il y a une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Et si vous voulez, donc il peut y avoir une vibration entre ces deux atomes ici qui peut nous intéresser. Alors, rapidement, on voit déjà que pour les deux molécules, il y a ce grand pic ici qui est commun, le plus grand, à 1800 à peu près. 1800, si je prends le tableau, 1800, on est proche de 1700, il n'y a rien d'autre à côté. C'est donc ici la signature de la liaison C-O, soit d'un groupe carbonyle, soit d'un carboxyle. Donc, déjà, on est content d'avoir retrouvé ce lien commun entre les deux molécules. Ici, on peut l'écrire dessus. Ça, c'est C-O, C-O. Ensuite, vous voyez ici le reste de la partie. Là, ici, là, c'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale. Il y a tout un tas de pics, mais on ne s'y intéresse pas. Ici, vous avez un autre pic important vers 3000. Et là aussi, un pic vers 3000. Alors, vers 3000, qu'est-ce que c'est déjà? On regarde le tableau, et on a effectivement, vers 3000, la liaison CH qui absorbe. Toutes les liaisons CH. Toutes les liaisons CH. Et donc, voilà, évidemment, il y a des liaisons CH. Donc, on aura toujours quasiment ce pic-là. Il y est toujours. Puisque on a toujours des liaisons CH en général. Voilà. Bon, pour le moment, on n'a pas encore pu différencier les deux molécules. Et on a par contre ici un grand pic, alors que là, on voit un tout petit pic. Regardons celui-ci. Alors celui-ci, c'est un grand pic vers le plus grand nombre d'ondes. Et ici, c'est 3006. C'est donc OH qui est libre. Alors on nous avait dit effectivement que c'était en phase gazeuse. En phase gazeuse. Donc en phase gazeuse, on s'attend effectivement à avoir, on est dans ce cas-là, phase gazeuse, on a une bande fine, elle est fine la bande, et vers 3006. La bande est bien fine, et on est vers 3600, 3700 ici. Vous voyez, donc ça peut varier, il faut simplement reconnaître à quelques centaines de nombres d'ondes près. Ici, donc, on a dit que c'était OH. Et vous voyez qu'alors, ici, on a un tout petit pic, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne peut pas ici l'identifier clairement. En tout cas, on a bien trouvé qu'ici, donc, le spectre A, on va l'appeler spectre A. Ça, c'est le grand A. Ça, c'est le grand B. Et donc, voilà, on peut l'écrire comme ça. Bon, il faudrait rédiger peut-être un petit peu quand même, préciser, en général on rédige, c'est-à-dire que on va mettre sur le spectre A, on reconnaît un pic à 1700 par centimètre qui correspond à la liaison OH, etc. Voilà, il faut rédiger un petit peu.
pour se familiariser avec le vocabulaire. Alors, je poursuis sur un deuxième exemple. Ici, justement, c'est la différence, on veut marquer la différence entre la phase condensée et la phase gazeuse. Alors, on a ici un spectre de deux molécules, enfin de la même molécule, c'est le pentane 2-ol. Pentane 2-ol, ici en phase gazeuse et ici en phase condensée, c'est-à-dire liquide. Vous voyez, alors ça c'est l'empreinte digitale, ce qu'on appelle l'empreinte digitale, encore une fois, tout un tas de bandes. Caractéristiques de la molécule, alors vous voyez qu'on retrouve que c'est la même empreinte. Hein. C'est complexe, mais en même temps c'est la même. Donc ça permet de la reconnaître, c'est pour ça qu'on parle d'empreinte digitale. Ensuite, ici on a un pic qui est le même. Alors ce pic vers 3000, on sait qu'en fait ce sont les liaisons CH. Alors on va la faire cette molécule peut-être pour se fixer les idées. Donc c'est le pentane de Hall. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en 2, j'ai un groupe hydroxyle. Alors, où je vais le mettre, j'ai pas beaucoup de place. Je vais le mettre ici. OH, je l'ai mis en position 2 en partant de la droite. Donc CH3, CH2, CH2, CH, CH3. Donc on a effectivement tout un tas de liaisons CH. Ici, ça c'est CH. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et par contre ici, on retombe sur 3000, autour de 3500, 3600, sur un pic. Ici, il est tout fin, alors que là, il est très élargi. Donc ça, c'est OH. C'est OH dans les deux cas de figure mentionnés dans le tableau. C'est-à-dire, vous avez en phase gazeuse, la bande est très fine, c'est quasiment un pic, alors qu'en phase condensée, la bande est large. Voilà. Alors ça, parfois, elle peut être même très large et voire même englober les pics du CH. Donc finalement, des fois, il faut faire attention puisque ça peut gêner la lecture. Hein. Ça peut être assez embêtant pour bien lire. Alors, simplement, si on revient un tout petit peu dans le détail, pourquoi est-ce que ça fait cette différence-là? Eh bien, c'est parce que en phase liquide, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la liaison hydrogène qui va rentrer en jeu, c'est-à-dire c'est les interactions entre molécules qui vont être importantes, qu'il faut prendre en compte. Pour des molécules d'eau, vous vous rappelez, on avait déjà parlé de la liaison hydrogène entre un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène qui porte des doubles liaisons, et qui est très électronégatif, d'accord, avec une petite charge plus partielle sur H et une charge partielle négative sur O, et il y a une liaison ici, c'est une force électrostatique, mais qui est assez forte. C'est une liaison quand même importante. Voilà, et donc finalement, comme là, il s'agit bien de OH, ben, on a bien le OH ici, hein, avec l'eau, mais aussi avec un OH, ça pourrait être un OH d'une autre molécule. C'est pas forcément avec l'eau là. On pourrait très bien mettre un R ici, c'est le reste de la molécule, et puis ici vous avez le groupe OH. Hein, reste de la molécule, OH et OH, vous voyez qu'il y a une interaction entre deux groupes OH. Alors, ce qui se passe, c'est que cet atome d'hydrogène qui est lié à l'atome d'oxygène et à l'atome d'oxygène de l'autre côté, eh bien, il ne va pas vibrer de la même manière. Il ne vibre pas de la même manière s'il est libre. Lorsqu'il est libre, lorsqu'on est en phase gazeuse, on a OH qui est tout seul comme ça, et donc l'atome d'hydrogène peut vibrer sans contrainte, on va dire, alors que là, il est gêné. Et donc cette gêne ici va créer cet élargissement ici de la bande. On a aussi un autre phénomène, c'est que la longueur d'onde, enfin le nombre d'ondes plutôt ici, a tendance à diminuer. Attention, ça augmente vers la gauche. Donc ça diminue. Vous voyez qu'il est un petit peu décalé aussi vers la droite. Voilà, alors il faut s'entraîner hein, avec ce tableau. J'espère que vous avez saisi
l'idée, il faut s'entraîner à se servir de ce tableau, à faire ce petit calcul évidemment. Et voilà. Allez, bon courage et à bientôt.